Julia Cagé est parmi nous, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir bien voulu participer aujourd'hui avec nous. Donc, on est ici au Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire le parlement interne du parti. Néanmoins, ce temps de débat d'une heure est ouvert plus largement. Donc, il y a les membres du Conseil fédéral, mais il y a également plus largement des membres du parti de toutes les régions de France et hors de France, parce qu'on a aussi une région ELV hors de France pour toutes les personnes établies hors de France. Je présente en 2 mots Julia Cagé. Je vais sans doute le faire très très mal, donc n'hésitez pas à me corriger, me compléter, parce que j'ai fait quelque chose de très bateau et j'ai repris des éléments sur Internet, comme tout le monde, des choses pas tout à fait à jour. Donc vous êtes économiste, vous avez fait une thèse. Alors là, évidemment, j'ai perdu ma petite note, notamment sur une thèse qui était sur les politiques, économie politique de l'information et de la taxation. Ça, je crois que la formulation est correcte. Vous avez fait des travaux qui étaient à la fois sur la démocratie, à la fois sur les pans électoraux, mais aussi sur les questions d'information et de journalisme. Vous êtes ou avez été, ça je ne sais pas, c'est toujours d'actualité, membre du conseil d'administration de l'AFP. Et j'ai noté 2 choses un peu plus récentes, que début janvier 2020, vous avez été nommé président de la Société des lecteurs du Monde. D'ailleurs, il a été indiqué que vous étiez la première femme de l'histoire à être présidente. Félicitations. Et également, vous avez cofondé, en tout cas, vous avez lancé avec la Société des lecteurs et le pôle d'indépendance du monde, l'association Un bout du monde, dont vous allez peut-être nous parler. Vous avez rédigé un certain nombre de travaux donc, sur ces 2 pans, à la fois sur le prix de la démocratie avec les questions de liberté des journalistes, mais aussi de financement de la vie politique. Je propose de vous passer tout de suite la parole, comme ça vous redirez tout ça bien mieux que moi, et puis vous avez un temps de présentation. On s'était dit 15-20 minutes, après c'est selon le flow. Allez-y. Merci beaucoup Jérôme et merci à François également pour l'invitation. Je voudrais juste passer en revue un certain nombre de points que je voudrais mettre au débat et à la discussion. Les premiers, c'est vraiment sur la question du financement des partis et des campagnes électorales, du financement de la démocratie. Les deuxièmes, c'est davantage, même si c'est fondamentalement très lié, sur tout ce qui est lié à la démocratie participative. Et enfin, si j'ai le temps, sinon on en parlera dans les questions, je voudrais discuter avec vous de tout ce qui est lié à la régulation du secteur des médias et de la concentration de la presse. Le premier point que je voudrais souligner, et qui me semble être une urgence démocratique absolue, c'est le fait de mieux encadrer le financement privé de la démocratie en France. En France, on vit dans l'illusion selon laquelle on aurait encadré ce financement privé de la démocratie parce qu'on a mis des limites, contrairement à d'autres pays, aux dons qui peuvent être faits chaque année aux partis politiques et aux dons qui peuvent être faits aux campagnes électorales. Donc, il se trouve qu'en France, aujourd'hui, vous ne pouvez pas donner plus de 7 500 euros par individu et par an à des partis politiques et plus de 4 600 euros à des campagnes électorales. Le problème, c'est que ces plafonds sont en réalité extrêmement élevés et quand on regarde la réalité de qui finance avec de l'argent privé le fonctionnement de la démocratie, on s'aperçoit que le financement privé de la démocratie aujourd'hui est très largement capturé par les plus favorisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous regardez aujourd'hui les dons entendus au sens large, c'est-à-dire dons directs aux partis politiques, cotisations des adhérents, contributions également de la part des élus, en moyenne, sur l'ensemble de la population française, vous avez 0,7%, même un peu moins, des citoyens qui chaque année font un don ou une contribution à un parti politique. Et si vous regardez la distribution de ces dons, vous vous apercevez que parmi les très riches, donc par exemple si vous prenez les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, parmi les très riches, vous avez 12,5% de donateurs. Donc déjà, il y a une inégalité totale dans la propension à donner entre les plus modestes et les plus riches. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la valeur du don moyen. Si vous prenez l'ensemble des Français, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le don moyen, c'est 120 euros. D'ailleurs, c'est pas forcément très étonnant, hein, c'est à peu près le montant de la cotisation à un parti politique. Et si vous reprenez les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, la valeur du don moyen est de 5 225 euros par an, ce qui fait qu'on est presque au plafond de 7 500 euros. En vérité, si vous regardez dans l'ensemble le financement des partis politiques, alors ça varie
entre les partis, hein. Ça varie dans le temps, ça varie entre les partis. Mais si on regarde dans l'ensemble en France, le financement des partis politiques et le financement des campagnes électorales, ça a été très frappant en 2017 d'ailleurs dans le cadre du financement de la campagne de La République en marche, on voit que ce financement est très largement capturé par les plus favorisés. Je pense que cette capture du financement privé de la démocratie par les plus favorisés est en partie responsable de la crise actuelle de la démocratie et également en partie responsable de la défiance actuelle entre les citoyens et leurs représentants politiques. Et moi, la première réforme qu'il me semble urgent d'introduire d'une certaine façon, c'est de limiter à des niveaux beaucoup plus bas le financement des partis et des campagnes. Et je dis que chaque année, il faudrait qu'un individu, un citoyen ne puisse pas donner plus de 200 euros à un parti politique. Alors, je ne suis pas attachée à 200 euros, vous voyez. On pourrait discuter de 150 euros ou de 300 euros. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une somme que chacun puisse, d'une certaine manière, et ça peut être quand même un très gros effort chaque année, 200 euros pour un citoyen, mais que chacun puisse, dans une certaine mesure, avoir la liberté de donner. Aujourd'hui, on vit dans l'illusion selon laquelle tous les Français auraient la liberté de donner 7 500 euros par an à un parti politique. C'est faux. 99% des Français n'ont pas cette liberté simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, on a cette inégalité face au financement de la démocratie. La seconde chose qu'il me paraît vraiment urgent de réguler, et d'autant que de ce point de vue-là, ça me paraît complètement indéfendable. En tout cas, moi, j'ai trouvé personne qui ait des arguments pour le défendre, c'est que quand vous faites un don à un parti politique en France et que vous faites partie des Français les plus favorisés, vous donnez 7 500 euros à un parti politique en France une année donnée, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de l'ordre de 66% du montant du don. Ce qui veut dire que très exactement, vous donnez 7 500 euros, vous payez 2 500 euros de votre poche et l'État, c'est-à-dire en fait l'ensemble des autres contribuables, paie 5 000 euros. Et donc en fait, on subventionne les préférences des plus aisés avec de l'argent public. C'est doublement problématique. D'une part, c'est problématique parce que, comme on vient de le voir, les plus aisés contribuent davantage. Donc, de facto, déjà, comme ils contribuent davantage, on dépense plus d'argent public avec ce système de réduction fiscale pour favoriser leurs préférences politiques. Mais ce qui est encore plus scandaleux dans le système actuel, c'est que c'est un système de réduction d'impôts. Ce qui veut dire que les 57% des Français qui sont non imposables aujourd'hui au titre de l'impôt sur le revenu, qui paient énormément d'autres impôts, hein, à commencer par la CSG. C'est-à-dire, on serait dans un système comme dans la plupart des pays du monde où la CSG et l'impôt sur le revenu sont fusionnés, il n'y aurait pas cette problématique-là. Mais aujourd'hui, les 57% des Français qui ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu, quand ils vont donner 120 euros à un parti politique, parce que 7 500, ils n'en ont pas du tout les moyens, ils vont payer 120 euros, plein pot, et l'État va payer zéro. Donc, on a introduit un système de réduction d'impôts qui revient vraiment à faire finalement financer par les plus modestes avec de l'argent public les préférences politiques des plus aisés. Et ça me paraît nécessaire en fait, de supprimer ces réductions d'impôts liées au financement privé de la démocratie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que finalement, ce financement public indirect de la démocratie par les réductions d'impôts, il faut le réformer. Et il faut aussi réformer le financement public direct de la démocratie. Comment ça fonctionne, le financement public direct de la démocratie aujourd'hui? Ça fonctionne en finalement rattachant les montants de financement public qui sont donnés chaque année aux partis politiques aux résultats obtenus aux dernières élections législatives. Donc en gros, vous avez deux tranches aujourd'hui de financement public direct. La première tranche dépend très précisément du pourcentage de voix obtenues au premier tour des élections législatives. Et la deuxième tranche dépend du nombre de parlementaires qui chaque année se rattachent à votre parti politique. Ça a quoi comme implication? Ça a comme implication, d'une part, que vous avez un système de financement public de la démocratie qui est complètement figé par intervalle de 5 ans. Le fait d'avoir du financement public entre 2017 et 2022 dépend de vos résultats électoraux en 2017. Ce qui veut dire aussi par ailleurs que s'il y a un nouveau parti politique qui émerge entre 2017 et 2022, ce parti n'aura le droit à aucun financement public direct pendant 5 ans. Le deuxième inconvénient de ce système, c'est qu'on voit que, comme on est en France, dans un système où on n'a pas de proportionnel pour les élections législatives et qu'on a un système qui est un système à 2 tours.
où fondamentalement, on va se retrouver avec des partis, par exemple, comme Europe Écologie Les Verts, qui vont faire des moins bons scores au premier tour des législatives parce que les gens vont voter d'une certaine manière stratégiquement, que leur réalité que la réalité de leur poids politique. Finalement, bah, ces partis-là sont complètement pénalisés en termes de financement public et du coup sont sous-financés d'une certaine manière par l'État. Et donc moi, je pense qu'en fait, il faut remettre à plat complètement le système de financement public. Il faut remettre à plat en supprimant ce financement public indirect, donc la réduction fiscale associée aux dons. Et il faut le remettre en plat en réformant le financement public direct actuel qui souffre d'être figé par intervalle de 5 ans. Comment on fait? Bah, j'ai proposé finalement ce que j'ai appelé les bons pour l'égalité démocratique, c'est de prendre les montants qui sont consacrés actuellement au financement public de la démocratie et d'allouer chaque année un bon d'une valeur de 7 euros à chaque citoyen qu'il peut allouer au parti politique de son choix. Ça a plusieurs avantages. D'une part, c'est complètement égalitaire. Ça paraît évident de dire qu'on veut dépenser le même montant d'argent public pour les préférences politiques de chaque citoyen. Ça paraît évident, mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc là, ça permettrait d'avoir un système égalitaire. Chaque citoyen a le même montant d'argent public pour ses préférences politiques. Ça a le mérite d'être un système qui est un système dynamique, c'est-à-dire qu'on redistribue les cartes d'une certaine manière tous les ans. Et ça me paraît quand même quelque chose d'extrêmement important parce que la vie politique est loin d'être figée par intervalle de 5 ans. Et le troisième avantage de cette réforme, c'est que ça oblige aussi finalement les partis à échanger avec les citoyens à intervalles beaucoup plus réguliers, là où parfois finalement les partis vont vivre un peu en vase clos entre deux différentes élections. Parce que je ne veux pas parler trop longtemps, je ne vais pas insister là-dessus, mais il faut qu'on se pose la même question que sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales, sur le financement plus largement de ce qu'on appelle la philanthropie, les fondations et les associations. On a exactement le même problème aujourd'hui sur le financement des fondations. Quand vous êtes un citoyen modeste, que vous donnez 300 euros au Resto du Cœur, vous allez payer plein pot parce que vous ne pouvez pas bénéficier d'une réduction d'impôt. Si vous êtes LVMH, que vous créez une fondation avec votre nom qui va s'appeler la fondation LVMH, vous avez parfois, certaines années, une dépense fiscale de l'État de 500 millions d'euros pour satisfaire finalement votre œuvre, entre guillemets, philanthropique. Et du coup, de la même manière, je pense qu'il faut une remise à plat complète finalement de cette question du financement de la philanthropie pour finalement égaliser l'ensemble des Français face au financement de la vie politique, de la vie associative, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. La deuxième chose sur laquelle je veux insister, au-delà de la simple question de l'argent, c'est un certain nombre de propositions que j'ai faites autour de l'idée d'avoir une démocratie plus participative, mais aussi une démocratie qui soit plus descriptive d'une certaine manière dans son approche de la représentation. Aujourd'hui, l'une des choses dont on souffre, c'est le fait que si vous regardez les représentants politiques, si vous regardez les élus à l'Assemblée nationale, les classes populaires ne sont quasiment pas représentées. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale en France, vous avez moins de 2% des députés qui étaient employés ou ouvriers avant d'être députés. En fait, vous avez même 0% d'ouvriers. Les ouvriers, les employés, les travailleurs précaires, c'est à peu près aujourd'hui 50% de la population active en France. On a eu pendant longtemps, on l'a encore dans une certaine mesure, même si de ce point de vue-là, c'est en train de s'améliorer, on a eu pendant longtemps exactement le même problème avec la question de la représentation des femmes. Qu'est-ce qu'on a fait pour résoudre le problème de la question de la représentation des femmes? On a introduit un certain nombre de règles pour obliger finalement les partis à respecter la parité entre les femmes et les hommes. Ben, je pense que de la même manière, il faut introduire un certain nombre de règles pour obliger les partis à respecter la parité, ce que j'ai appelé la parité sociale. Donc c'est cette idée d'une assemblée mixte. L'idée, c'est de réformer les règles qui encadrent aujourd'hui les élections législatives pour garantir non seulement une parité entre les femmes et les hommes, mais aussi une parité sociale, donc entre les catégories populaires et les catégories les plus favorisées. On pourrait d'ailleurs discuter également d'une plus juste représentation de la part des minorités. C'est quelque chose qu'on peut faire avec un certain nombre de règles. Par exemple, on peut obliger les partis politiques pour qu'ils puissent présenter des candidats à l'élection législative à présenter une moitié de candidats femmes,
à présenter une moitié de candidats employés, ouvriers, travailleurs précaires, et à mettre comme condition au financement public de ces partis le fait que parmi leurs élus, ils aient entre 40 et 60% d'élus femmes et entre 40 et 60% d'élus. Parce que c'est important de ne pas simplement choisir les candidats, parce que sinon, on sait très bien qu'on peut mettre les candidats femmes simplement dans toutes les circonscriptions perdables. Donc, il faut aussi des règles en termes d'élus. Entre 40 et 60% d'élus d'origine populaire, et sinon, ils perdraient leur financement public. Il y a juste un dernier point que je veux souligner rapidement. C'est la question de la primaire. Alors, bon, je pense que Europe Écologie Les Verts, finalement, c'est assez facile de vous convaincre de la nécessité de faire des primaires puisque vous en organisez. C'est pas le cas pour toute la gauche, mais moi, je pense que fondamentalement, ce dont on souffre aujourd'hui en France, et c'est aussi des raisons de la crise de la démocratie représentative, ce dont on souffre, c'est du manque de démocratie à l'intérieur des partis. Et je pense qu'il faut réformer les règles aujourd'hui pour pouvoir présenter un candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, si vous voulez présenter un candidat à l'élection présidentielle, il vous suffit de réunir les signatures de 500 élus. Je pense que tout le monde s'accorde pour dire que ce système est un système d'un autre temps, que c'est un système dépassé et que c'est un système qu'il faudrait réviser. Il y a des propositions qui ont été faites pour dire qu'il faut remplacer ce système de 500 signatures d'élus par un système de signatures populaires. Finalement, moi, ce que je dis, c'est que pour qu'un parti puisse présenter un candidat à l'élection présidentielle, il faut qu'il organise une primaire entre au moins 2 candidats de genres différents et que lors de ces primaires, ils réunissent le vote d'au moins 1% du corps électoral. Donc c'est à la fois une manière de remplacer les signatures d'élus par des signatures populaires, par des signatures de citoyens, et c'est aussi une manière d'obliger finalement les partis à sortir du monopole de la désignation des candidats et à les obliger à organiser un débat qui soit un débat public et qui soit un débat aussi autour du programme. Et je pense que remplacer le système des signatures actuelles par ce système de primaire ouverte obligatoire pourrait faire beaucoup de bien finalement au fonctionnement de notre système démocratique. Je pense que on va commencer à discuter, ça me paraît un peu mieux plutôt que je pontifie plus longtemps. Mais je serais ravie aussi de parler avec vous de tout ce qui me paraît important pour réformer le système médiatique. Je le dis juste en un mot, hein. Mais quand on voit ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour du démantèlement de l'empire Lagardère, de la mise en vente d'Europe 1, du journal du dimanche, de Paris Match, quand on voit tout ce qui est en train de se passer avec la mise en vente de M6, de RTL, qu'on a toujours 7 ou 8 milliardaires industriels sur la ligne de départ, une concentration de plus en plus forte de la presse, je pense qu'il est urgent de mettre en place des règles pour démocratiser l'information, parce que malheureusement, si on ne résout pas aussi la question des médias, on aura du mal à sortir de la crise actuelle de notre système démocratique. Merci beaucoup. Pour les inscriptions aux prises de parole, donc on en a noté, j'en ai noté 6 pour l'instant. Si d'autres personnes n'ont pas réussi techniquement, n'hésitez pas à lever la main, on va se débrouiller. 6 évidemment avec 4 hommes, 2 femmes. Hein. L'équilibre n'est jamais, malheureusement, jamais atteint, mais on y travaille. Donc pour l'instant, j'ai Vincent Dubail, puis Daniel Esté. Vincent, tu peux y aller. Merci beaucoup pour mes éléments. J'ai eu la chance, moi, de lire quelques-uns de vos travaux. Donc, je suis heureux qu'on vous ait invité aujourd'hui pour pouvoir en discuter. Je voulais vous poser 3 grandes questions et je vais mettre un peu de contexte pour vous aider à pouvoir nous donner des éléments. Vous l'avez rappelé, en filigrane, hein, les partis sont décriés, la confiance dans la politique est très très mince. D'ailleurs, l'apparition des think tanks pour faire les programmes, pour moi, est un des problèmes aussi. Les stratégies d'influence des lobbies sont là pour un peu déstructurer et créer la confusion générale sur l'information. Moi, ce que j'appelle la fabrication du doute, mais ça a déjà été théorisé par d'autres. Donc, le rôle des partis est remis en cause, j'allais dire, dans la création de l'opinion générale, dans l'alimentation du débat général dans l'espace public. Et donc, on a une balkanisation aussi des partis politiques.
plein de petits partis qui finalement ont du mal à s'agréger lors des élections parce que chacun essaie de vivre, mais en même temps, il doit oublier de faire alliance pour pouvoir gagner des élus et pouvoir exister dans l'espace public, encore une fois. Donc, on en vient un peu à des problématiques assez complexes. Je voulais donc vous poser la question suivante. C'était par rapport donc à la rénovation de la démocratie, notamment du financement. Quel rôle donneriez-vous aux partis politiques dans la rénovation de la démocratie, notamment par rapport à cette alimentation du débat public en lien avec l'assainissement des financements des partis politiques. Mon deuxième élément, c'est la question de la probité des élus. Moi, j'habite à Puteaux. C'est une ville qui n'est pas très connue pour la probité des élus. J'en subis les conséquences presque tous les jours. Chaque semaine, ma boîte aux lettres est cassée, j'allais dire. Mais ça, c'est le minimum syndical pour la mairie générale. Mais je vous donne voilà, des éléments qui permettent d'alimenter le débat. Je veux dire, probité des élus, c'est... moi, je vais pas ramener tout le contexte, mais je me posais la question s'il ne serait pas intéressant de mettre en place ce que LFI d'ailleurs propose, un référendum révocatoire, donc une révocation des élus. C'était une idée déjà implantée lors de la Commune en 1871, qui avait émergé à cette époque-là. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que même en proposant des alternatives, le citoyen est quand même tenté par le clientélisme. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Comment, d'après vous, on peut remédier à ce problème-là? Et enfin, je terminerai mes questions sur ce dernier point. Vous l'avez évoqué, la question de la représentation dans le Parlement est essentielle, notamment que ce soit des femmes, que ce soit des minorités, des quartiers populaires qui sont sous-représentés largement. Mais c'est l'ensemble de la société qui est sous-représentée à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et c'est pareil dans beaucoup d'instances des communes. Donc, ma question, c'est la suivante, c'est que pensez-vous du tirage au sort? Et d'après vous, est-ce que c'est une bonne mesure pour pouvoir essayer de réguler le système dans une vision très égalitaire, universaliste, comme la France essaie de porter cette valeur? Et quelles solutions porteriez-vous pour contrer l'abstention aujourd'hui, qui est le premier parti de France? Merci Vincent. Est-ce que je prends dans la foulée la deuxième, ou peut-être comme il y avait beaucoup de questions dans la question, vous voulez déjà répondre à celle-ci? Peut-être que je peux répondre à celle-ci. Bon, la question des think tanks, c'est une question qui est une question complètement centrale, hein. En fait, tout à l'heure, j'ai évoqué trop rapidement la question de la philanthropie. Ce qui est évident, c'est qu'il faut également réguler complètement le financement des think tanks. Il y a un vrai problème de think tank en France. Tout à l'heure, je vous rappelais qu'on ne peut pas donner plus de 7 500 € par an à un parti politique, mais vous pouvez donner 50 000 € si vous le voulez à l'IFRAP. Et si vous êtes une entreprise, vous pouvez donner 1 million d'euros à l'IFRAP ou à l'Institut Montaigne. Je prends volontairement le cas de l'IFRAP parce que je pense que c'est une caricature finalement de think tank qui se veut indépendant et qui en même temps utilise des ressources pour justement porter un certain nombre d'idées de dérégulation, de mise à mort de l'État, de suppression du statut de fonctionnaire dans le débat public. Personne ne dira, comme vous le disiez, les travaux de l'IFRAP qui ne sont pas en train de faire de politique. Mais on prétend qu'ils ne font pas de politique parce qu'ils ne s'appellent pas parti politique et qu'ils s'appellent think tank. Il faut savoir que ces dons à l'IFRAP, à l'Institut Montaigne, c'est aussi vrai pour Terra Nova, pour la Fondation Jean Jaurès, etc., à la fois d'individus et d'entreprises. C'est-à-dire que pour les partis politiques, on a interdit les dons d'entreprises en 95 aux partis politiques pour de bonnes raisons. Pour les think tanks, les dons des individus, des entreprises aux think tanks sont autorisés, ne sont pas du tout limités, et en plus bénéficient de réductions d'impôts, y compris les dons des entreprises. Donc, quand vous êtes une entreprise, que vous faites un don à un think tank, en fait, ce sont l'ensemble des citoyens qui paient pour la plus grande partie de ce don. Enfin, je veux dire, le système actuel, il marche complètement sur la tête. Et c'est vrai qu'il faut encadrer le financement des partis, mais que si on n'encadre pas à côté le financement de ces think tanks, ben on va se retrouver finalement avec un déversement de l'argent privé des partis vers les think tanks, en vivant avec cette espèce de fausse illusion selon lequel c'est pas vraiment des partis parce qu'ils présentent pas de candidats à l'élection. On voit bien toute l'influence qu'ils ont sur le débat public. Du coup, quel rôle donner aux partis par rapport à ça? Je trouve que de ce point de vue-là, ce qui se passe en Allemagne est assez intéressant. En Allemagne, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a des think tanks qui sont rattachés aux partis.
Donc en fait, chaque parti politique a très clairement son think tank, qui est le groupe qui va produire des idées. Mais en fait, du coup, c'est le parti qui produit des idées et qui les met dans le débat public. Et ces think tanks en Allemagne sont financés par de l'argent public au même titre que les partis politiques. Et ils sont financés en fonction des résultats électoraux des partis politiques. Je pense qu'en France, avoir une réforme ambitieuse où justement on dit un parti est là pour produire des idées, bien sûr qu'il doit faire partie prenante de la rénovation démocratique, mais faisons en sorte finalement d'adosser les think tanks à ces partis politiques, qu'on dise en toute transparence qui fait quoi, et d'avoir un financement public beaucoup plus égalitaire également pour ces think tanks, et puis pour le reste, de supprimer le système actuel de réduction fiscale, y compris, enfin, avant tout et surtout pour la question des entreprises. Ça, c'est pour la première question. Sur la question du référendum révocatoire, je suis pas pour à l'arrivée, mais je trouve ça intéressant et c'est pas faute d'y avoir réfléchi et d'avoir travaillé sur ce sujet. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que dans les cas où ça s'est parfois appliqué, donc il y a un rare cas où ça s'est appliqué en Californie au tournant des années 2000, finalement ça a abouti d'ailleurs sur l'élection d'Arnold Schwarzenegger comme gouverneur de la Californie. Ce qui était intéressant en tout cas de voir dans l'application, c'est que c'était pas vraiment un référendum révocatoire pour critiquer la probité de l'élu sortant. Ça avait été un coup politique qui avait été fait par un milliardaire qui voulait en fait se faire élire à la place de ce gouverneur qui avait financé ce référendum révocatoire, qui avait réussi à révoquer l'élu et qui avait échoué à se faire élire, se faisant passer devant dans la dernière ligne droite par Arnold Schwarzenegger. En fait, là, je le dis un peu avec un clin d'œil, mais la première chose qu'il faut quand même souligner, c'est que la question du référendum, elle ne sera pertinente que si on a régulé avant la question du financement. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit en Suisse aussi. En Suisse, il y a beaucoup de référendums d'initiative populaire. Il se trouve qu'à 95%, ces référendums échouent. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de limite finalement aux dépenses de campagne et qu'à chaque fois, vous avez des groupes de lobby, les intérêts en place qui dépensent des fortunes pour faire en sorte que les référendums ne passent pas. C'est pas les exemples qu'on prend en Suisse en général. Malheureusement, on prend les exemples de ceux qui sont passés, qui sont vraiment pas toujours les meilleurs référendums. Mais la vérité, c'est qu'il y a quand même cette question du financement. Mais en soi, c'est quand même une manière de ne pas répondre directement. Je compte le référendum révocatoire parce que je pense que pour tout un certain nombre de raisons, c'est important qu'un élu puisse faire son mandat du début à la fin, notamment parce qu'il y a un certain nombre de politiques qui peuvent être mises en place, qui peuvent être longues finalement à implémenter. Mais derrière l'idée des bons pour l'égalité démocratique, le fait d'annualiser finalement le financement public, il y avait cette idée pour moi de faire ce que j'ai appelé un référendum révocatoire en douceur. C'est-à-dire d'aller signaler au moins, de donner cette possibilité aux citoyens de signaler, mais avec une sanction directe, hein, parce que la sanction du financement est une sanction qui a des conséquences concrètes, d'aller signaler aux élus au fur et à mesure du mandat qui sont mécontents, ou qui sont contents d'ailleurs. Hein. Vous pouvez être très content de vos élus, c'est bien de temps en temps, et de les financer davantage. Mais d'utiliser finalement cet instrument financier pour donner une place d'expression de leur mécontentement ou de leur satisfaction aux citoyens, tout en finalement permettant aux élus d'aller tout au bout de leur mandat. Enfin, sur la question du tirage au sort, bon, je pense qu'avec les partisans du tirage au sort, quand je défends l'idée de l'Assemblée mixte, on partage exactement le même objectif, qui est d'avoir ce qu'on appelle une représentation descriptive, des élus à l'image de la société. Pourquoi je ne dis pas dans ce cas-là tout simplement le tirage au sort ? Parce qu'en fait, je ne peux pas renoncer à l'idée de l'élection et tout ce que suppose l'élection, notamment la délibération, le débat public, le débat d'idées. Quand on élit nos représentants, on élit aussi des représentants qui justement vont avoir comme fonction dans leur conseil municipal, à l'Assemblée nationale, enfin dans les différentes instances où on va les élire, d'aller faire la loi, d'aller débattre, d'aller convaincre par exemple les autres parlementaires. Et je trouve que c'est vraiment dommage d'abandonner cette idée de l'élection. Finalement, je trouve ça un peu paradoxal de s'interroger à la fois sur le fait de dire il faut introduire du tirage au sort et comment faire en sorte de réduire l'abstention. Parce qu'en fait, si on fait le tirage au sort, il n'y a plus besoin d'avoir de l'élection. Donc, ce que j'essaie de penser avec l'Assemblée mixte, c'est imparfait, hein, mais c'est de définir des règles pour faire en sorte d'avoir le même résultat que le tirage au sort en termes de représentativité, tout en gardant le temps électoral, parce que je pense que ce temps de l'élection est quand même un temps véritablement précieux.
Daniel, tu peux y aller et ensuite ce sera Alain Colombel. Bonjour et merci de cette brillante entrée en matière sur ce débat sur la démocratie. J'avoue que le brassage des idées est passionnant. Je pense que nous sommes à la veille de 2022 et qu'effectivement, notre démocratie est là, politiquement, totalement en péril, en tout cas en grand danger. J'avoue que, en ce qui me concerne, j'ai un certain âge et avouer que depuis des dizaines et des dizaines d'années, je participe et au Vert et à ELV pour arriver à voir cette grande inquiétude sur le futur qui ne sera pas le mien mais qui sera le vôtre. Lorsque les élections régionales ont démarré, j'ai eu la curiosité d'aller voir quels étaient les problèmes financiers entre ELV, AEI et CAP 21. Et je me suis rendu compte que les dons pour ELV étaient de l'ordre de 130 000 euros, que les cotisations étaient de l'ordre de 600 000 euros, que l'AEI avait des dons de l'ordre de 12 000 euros, que les cotisations d'AEI étaient de l'ordre de 1 150 euros, et que CAP 21 avait des dons de 13 000 euros, et que les cotisations étaient de l'ordre de 4 000 euros. Nous étions donc là face à un pôle écologique, le pôle écolo, ce qu'on appelait le pôle écolo, pour partir sur des régionales avec des différences fondamentales sur le problème du financement. Et on s'est retrouvé avec effectivement la seule solution qui permettait d'organiser ces élections, c'est-à-dire que l'AELV avait un pouvoir qui était donné par ses finances sur l'organisation ou non des régionales. Car si effectivement ELV n'avait pas voulu faire un avance de fonds sur le démarrage des campagnes électorales, il aurait fallu attendre les prêts, etc. Donc, je trouve qu'effectivement, la finance et la politique et la démocratie sont intimement liées. Et j'avoue que vos perspectives et vos propositions sont très pertinentes et très novatrices, mais comment est-ce que l'on peut arriver à harmoniser ces problèmes de financement tout en avançant dans les périodes électorales? Et je n'arrêtais pas de dire à cette époque, c'est-à-dire il y a quelques mois, nous ne pourrons pas faire un certain nombre de choses car Génération S, Génération, etc. n'en sont encore pas admis au financement politique, etc. etc. Donc, c'est vraiment cette chose-là au niveau finance qui m'apparaît complètement indispensable. D'autre part, je voulais aussi intervenir sur le fait que la mobilisation, comme vous dites, des personnes qui représentent une classe sociale majoritaire dans le pays est absolument absente, y compris dans notre parti propre. Hier, lorsque l'on parlait de la situation des groupes politiques dans les grandes écoles, nous avons des groupes politiques à Sciences Po et nous n'avons aucun groupe politique sur toutes les autres formes d'enseignement que sont les enseignements apprentissage ou les enseignements par alternance. Ce qui fait que nous ne pourrons pas compter sur ni les candidats issus de ces partis, sauf à ce qu'effectivement se mette en place ce que vous proposez, mais aussi un gros problème se pose, c'est-à-dire que tous les cadres qui sont nécessaires à la limite sur le maintien de certaines majorités, soit dans les régions, soit dans les métropoles, tous les cadres seront des cadres qui seront issus de cette formation, qui est effectivement une formation très particulière et que l'on rencontre aujourd'hui dans la professionnalisation du militantisme, qui est totalement différent de ce qu'il y avait auparavant dans le militantisme tout court, qui parfois s'appuyait sur des classes sociales totalement différentes.
Merci. Merci Daniel. Ensuite Alain, et ensuite peut-être une série de réponses avant de repasser à une série de questions suivantes. Vas-y Alain. Ah ok, d'accord. Je pensais que tu laissais Julia répondre ou réagir à ce qu'elle venait de dire. Je propose de les faire par deux. D'accord. Non, mais ok, pas de problème. D'abord, merci Julia d'être parmi nous. Moi, j'avais pas préparé de questions directement centrées sur la question du financement de la vie politique, parce que je pense que la crise de nos démocraties est beaucoup plus large et liée à des éléments beaucoup plus structurels que simplement le financement de la vie politique, même si c'est une dimension importante. La première chose sur laquelle je voulais avoir peut-être ta réaction, ton avis, c'est tu as parlé tout à l'instant de la nécessité du débat public, etc., des échanges, du débat public, etc. Je pense que la démocratie aujourd'hui a besoin de temps. Que la question de la dimension temporelle dans la vie politique est une dimension essentielle, alors que nous sommes dans des sociétés qui sont face constamment à un temps de plus en plus rapproché, à l'urgence de la décision politique, etc., et qui, du coup, ne peut pas se construire, la décision politique ne peut pas se construire de manière argumentée, débattue, etc. On a une expérience, et c'est là-dessus que je voudrais avoir ton avis, ces dernières années, qui est l'expérience de la Convention citoyenne sur le climat. 150 membres, enfin tu connais mieux que moi la manière dont ça a fonctionné, et où on a pris du temps. On a plus d'1 an à délibérer et à ensuite générer des propositions politiques. Je voudrais savoir ce que toi tu en penses, et est-ce que ce type d'expérimentation est réplicable à une échelle beaucoup plus vaste dans les années qui viennent. La deuxième question, elle est liée à la question plus directement des médias. Tu l'as juste évoqué à la fin de ton intervention. Je voudrais l'élargir en prenant également dans le sujet la question des GAFAM. On est de plus en plus soumis au poids des technologies numériques qui refaçonnent complètement le jeu de nos institutions. Et je pense que là encore, on a des propositions nécessaires à faire sur ce poids des GAFAM dans le jeu de nos institutions et dans le jeu de la vie démocratique. Je ne sais pas si j'imagine que tu as déjà réfléchi au sujet, mais si tu as effectivement un certain nombre peut-être de propositions à nous faire par rapport au poids des technologies numériques dans la vie de nos institutions. Et puis la dernière chose, c'est ce que vient de dire Daniel. Effectivement, malheureusement, et tu as raison d'insister sur le fait que nos partis aujourd'hui, enfin nos institutions ne garantissent absolument plus la parité sociale, que c'est évidemment un élément tout à fait dysfonctionnel dans la vie de nos institutions. Hier, c'était le Parti communiste français qui jouait ce rôle-là, en tout cas à l'Assemblée nationale, et qui avait su faire rentrer le monde populaire, le monde des ouvriers dans le jeu de nos institutions. Aujourd'hui, malheureusement, il faut bien constater que les partis politiques, et Europe Écologie Les Verts, évidemment, n'est pas du tout, à côté de ce problème-là. Les partis politiques aujourd'hui concentrent des personnes qui ont un certain capital culturel. Et c'est évidemment un élément tout à fait dysfonctionnel également dans la vie de nos démocraties. Donc là, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait suggérer là encore comme proposition? Alors, tu as parlé tout à l'heure d'imposer une forme de parité sociale dans les partis politiques. Est-ce que ça, c'est réaliste? Enfin voilà, comment toi, tu verrais ça de manière peut-être un peu plus développée que ce que tu as dit tout à l'heure? Voilà, merci. Merci Alain. Donc, je vais peut-être répondre, et après, juste pour qu'on ait le cadre, en gros, il reste 4 questions, donc on peut peut-être faire à nouveau 2 séries de 2 après, et puis on sera bon, je pense. Non, mais merci beaucoup à tous les deux. Je vais quand même commencer par répondre désolé Alain, sur un point de financement, sur la première question de Daniel. Sur le financement, je pense pas que ce soit, et de loin, la seule cause de la crise de la démocratie.
C'est simplement une cause qu'on a complètement ignorée, je pense, qu'on n'a jamais abordée de front. Et c'est une cause à la crise de la démocratie dont je pense qu'on peut facilement la réguler. C'est-à-dire que commencer par limiter à 200 € par individu par an les dons aux partis politiques, c'est une manière de la réguler. Penser une réforme du financement public des partis pour faire en sorte que ça soit plus quelque chose figé par intervalle de 5 ans, c'est une manière de la réguler. Et sur la question de Daniel, c'est vrai que j'ai pas assez abordé de front là dans la petite présentation que je vous ai faite la question du financement des campagnes, mais c'est une question qui est complètement clé. Parce qu'il y a la question du financement des partis et il y a la question du financement des campagnes, notamment pour les campagnes au niveau local. Par exemple, je pense aux élections municipales, mais pas seulement. Ça se pose aussi d'ailleurs pour les régionales, pour les européennes, ou si vous avez des candidats qui font campagne pour des petits partis, des candidats qui font campagne de manière indépendante, il y a la question de comment payer pour les dépenses de campagne et finalement pour arriver à égalité le jour des élections. Quelque chose qui a été vraiment frappant, ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, lors des dernières élections européennes, il y avait 25 partis, je pense, qui ont présenté des candidats. Mais si vous alliez dans la plupart des bureaux de vote, vous aviez des bulletins pour 7 ou 8 de ces partis politiques. Pas davantage. Pourquoi pas davantage Parce qu'en fait, l'impression des bulletins est d'abord à charge des candidats et ensuite seulement vous allez être remboursé par l'État. Mais ce qui suppose du coup d'avancer cette dépense. Or, pour beaucoup de candidats, le fait d'avancer cette dépense, même si ensuite d'ailleurs vous pouvez garantir le fait que vous allez être remboursé par l'État, mais c'est sous certaines conditions de nombre de votes, pourcentage de votes obtenus, il faut aller vous tourner vers une banque et lui demander finalement de vous faire un prêt, ce qui se pose aussi d'ailleurs au niveau national, y compris pour les présidentielles, pour un certain nombre de partis, et la banque ne va pas prêter l'argent. Et ça pose une question parce qu'en fait, on fait comme si en France, vous aviez un remboursement à hauteur de la moitié du plafond de dépenses par l'État des dépenses électorales, ce qui permet de mettre tout le monde sur la même ligne de départ. Mais tout le monde n'est pas du tout sur la même ligne de départ parce que c'est un remboursement. Et ça joue aussi très fortement dans la question de la sélection sociale des candidats. Hein. Si vous voulez vous présenter en indépendant aux législatives, que vous êtes avocat d'affaires et que vous voulez dépenser de manière crédible pour des législatives dans une petite circonscription, on va dire, allez, 30-40 000 € pour votre campagne, peut-être que vous avez déjà ce patrimoine ou peut-être parce que vous possédez une maison, etc., vous allez aller vous tourner vers votre banque, elle va vous le prêter. Maintenant, si vous êtes au SMIC, travailleur avec un revenu modeste et pas de patrimoine, ce qui est le cas de la moitié des Français, personne va vous avancer cette somme et de facto, vous n'allez pas pouvoir faire campagne. Et donc, je pense que cette question-là aussi, de la mise en place de ce qu'on pourrait appeler une banque de la démocratie, une banque publique de la démocratie, c'est-à-dire où ça soit plus un système de remboursement, mais où ce qui va être remboursé, c'est pris en charge directement par l'État. Ça permettrait aussi de remettre tout le monde un peu à égalité sur la ligne de départ avant les élections. Alors sur le fait que la démocratie a besoin de temps, je suis complètement d'accord. En fait, il y a une proposition que je fais dans mon dernier bouquin que j'ai pas évoqué ici, que j'ai appelé le référendum délibératif d'initiative populaire. Et c'est justement très inspiré de l'expérience de la Convention citoyenne sur le climat, mais en poussant un peu plus loin. L'idée, c'est de dire que, enfin déjà, je pense, autant je suis pas pour l'idée du référendum révocatoire, mais aussi parce que la démocratie a besoin de temps, autant je suis complètement pour la mise en œuvre d'un référendum d'initiative populaire, et que cette mesure-là, je pense qu'elle est demandée aujourd'hui par tout le monde et que ça me paraît vraiment une nécessité de donner ce droit-là aux citoyens. Le problème du référendum d'initiative populaire, comme on le pense souvent, mais c'est aussi vrai d'ailleurs du référendum d'initiative gouvernementale, c'est quand on pense référendum, on pense à une question binaire. Donc, le Brexit, par exemple, c'est pas un référendum d'initiative populaire, on a posé une question binaire aux gens. Oui ou non le Brexit. Sauf qu'en fait, la vérité de la réponse à cette question n'était pas du tout binaire. D'ailleurs, on l'a vu dans le fait que ça a pris plusieurs mois finalement de renégocier absolument tous les accords commerciaux, etc. Parce qu'une fois que vous avez dit Brexit, vous avez absolument rien dit. On pourrait prendre un autre exemple. Je ne sais pas si on avait un référendum demain pour ou contre la sortie du nucléaire. Bon, imaginons qu'on est juste et on va voter. Mais si vous dites oui, on vote oui pour la sortie du nucléaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain on ferme toutes les centrales nucléaires et qu'on sort entièrement.
En fait, on sait très bien que la vraie réponse à cette question, c'est pas une réponse binaire, ça va être comment on fait l'étalement des dates des sorties, par quoi on va remplacer l'énergie nucléaire, combien on va investir dans d'autres énergies à la fois non carbonées et qui soient pas le nucléaire, c'est ça la réalité. Donc moi, ce que je dis, c'est que en fait, quand vous avez un référendum d'initiative populaire, donc par exemple pour ou contre la sortie du nucléaire, il faut que une fois que ce référendum a obtenu suffisamment de signatures, on ait une assemblée citoyenne tirée au sort sur le modèle de la Convention climat, à laquelle on donne le temps de débattre, par exemple pendant 6 mois, de débattre publiquement. Ça n'a pas été fait à la Convention climat, c'est-à-dire en diffusant l'ensemble des échanges en direct, que ce soit sur LCP ou sur Public Sénat, enfin on a quand même des médias qui peuvent servir à ça en France, avec, comme pour la Convention climat, des auditions d'experts, etc. Et que du coup, du travail de cette assemblée sorte non plus une question binaire, mais un ensemble de questions plus complexes. Alors, ce sera peut-être 3, 4, 5, 10, et que ça soit là-dessus qu'on donne la possibilité de voter à l'ensemble des citoyens. Donc en fait, ça s'inspire un peu de la Convention climat parce que ça donne le temps de la délibération, que cette délibération-là, justement, on peut la faire grâce à des citoyens tirés au sort qui vont écouter des experts, exprimer finalement leurs différentes opinions, leurs différents points de vue sur le monde, mais que contrairement à la Convention climat, pour le coup, ça émerge finalement d'un référendum d'initiative populaire. Donc les questions qui en ressortiront, elles seront posées toutes lors d'un vote aux citoyens. Il n'y aura pas un espèce de filtre présidentiel qui fasse que d'un travail citoyen formidable, il reste vraiment plus grand chose. Je pourrais parler des GAFAM pendant des heures. On va pas rentrer dans ce sujet parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a un énorme travail à faire dessus. Enfin, il y a 2 questions sur la question des. Enfin, il y en a même 3. Il y a la question de leur taxation qu'il faut repenser complètement. Je veux dire, c'est quand même un vrai problème que ces GAFAM échappent complètement à l'impôt. La deuxième question, c'est la question de la rémunération par les GAFAM des contenus qu'ils volent, entre guillemets, aux médias sans rémunérer, sachant qu'ils prennent également aux médias l'ensemble de leurs recettes publicitaires. Et puis, il y a la question de leur démantèlement. Le problème majeur des GAFAM, c'est qu'ils sont beaucoup trop gros, que ça obéit à aucune règle en fait de concurrence, et que la seule raison pour laquelle ça n'a pas été démantelé, c'est qu'en général, quand vous avez une autorité de la concurrence qui s'interroge sur un problème de surconcentration, ce qu'ils vont regarder, c'est est-ce qu'il va y avoir une entente qui fait augmenter les prix pour le consommateur. Ça ne marche pas pour les GAFAM, parce que pour les GAFAM, on vit dans l'illusion selon laquelle c'est gratuit. Donc plus Google est gros, ça ne fait pas augmenter le prix pour nous. Sauf qu'en vérité, on paie quand même un prix. Et le prix, c'est nos données qu'on donne aux GAFAM et que les GAFAM vont revendre derrière. Et c'est juste que l'autorité de la concurrence n'a pas changé de logiciel pour penser cette problématique-là, et qu'un jour ou l'autre, il faudrait vraiment le faire. Ensuite, c'est Céline, puis Abdesalam. Vas-y, Céline. Bonjour à tous. Moi, j'avais des questions par rapport au fait, à ce que vous parlez de la représentativité démocratique. Et notamment, effectivement, je me pose des questions par rapport à vous proposer une réforme de l'Assemblée. Mais en fait, en gros, ce qu'on aimerait, c'est que notre Parlement reflète à la fois les différentes, les différentes composantes de la société, qu'elles soient paritaires hommes-femmes, qu'elle soit représentative aussi de l'ensemble de la France et des territoires, et donc de l'ensemble des problématiques du territoire. Et tout ça en une chambre, certes rénovée, mais aussi avec une autre chambre qu'il faudrait sûrement rénover, je pense au Sénat, évidemment. Du coup, qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce qu'on pourrait penser l'ensemble de cette représentativité à travers ces 2 chambres, voire à travers 3 chambres éventuellement, si on inclut en plus qu'à travers de la représentativité des Français et des territoires, on voudrait inclure aussi une capacité à penser le temps long. Et comment est-ce qu'on fait en sorte, soit par une chambre à part, soit à travers la réforme de chambre-là, comment est-ce qu'on inclut la capacité à penser le temps long à travers le travail délibératif. Et ensuite, une fois qu'on a figé, en fait, donc vous dites que pour vous, le tirage au sort n'est pas pertinent puisque c'est déjà pris en compte à travers l'élection, cette représentativité.
Du coup, comment est-ce qu'une fois qu'on a des chambres parfaites et qu'elles sont enfin, voilà, complètement représentatives de la France, comment est-ce qu'on articule éventuellement donc, ce travail de démocratie représentative avec un travail de démocratie plus directe? Donc là, je vois à travers votre référendum d'initiative populaire, donc c'est intéressant, mais comment est-ce que du coup les chambres ou les institutions, le gouvernement ou les assemblées délibératives elles-mêmes éventuellement peuvent s'articuler avec une démocratie plus directe des citoyens et par exemple donc des conventions citoyennes. Comment est-ce qu'en fait on arrive à manier les deux, à la fois une démocratie représentative renouvelée, plus représentative, mais pas pour autant qui prend la place de la démocratie directe et vice-versa en fait. Merci Voilà, Stéphanie. merci. Abdesalam, c'est à toi. Oui, bonjour Julia, bonjour à tous. Et merci pour ce débat à la fois passionnant et passionné. Je voudrais revenir un peu sur le think tank et donc cette question qui a été soulevée précédemment et sur laquelle tu as répondu davantage sur le plan de financement. Moi, je voudrais plutôt t'interroger sur plutôt une certaine dérive des think tanks auxquels on assiste aujourd'hui sur le plan médiatique. On les voit de plus en plus intervenir, donc en tout cas leurs représentants dans le débat public, souvent invités et parfois même un peu invités pour cautionner certaines tendances, certaines analyses, et on a même l'impression que plutôt de conforter certaines opinions politiques, pour ne pas dire des collusions avec des partis politiques. Et donc par conséquent, il commence à avoir un poids important dans le débat public, et surtout maintenant avec les réseaux sociaux, même à se donner des moyens médiatiques à travers des web TV et j'en passe. Et donc on ne peut plus les considérer simplement comme des lieux de think tank de pensée, mais comme ça a été dit, mais véritablement comme un lieu qui impose des opinions, et ça crée une certaine asymétrie dans le débat public. Comment, au-delà de l'aspect financier, éventuellement travailler pour limiter cette dérive, pour ne pas dire un peu créer des garde-fous qui font en sorte que les think tanks soient des lieux de réflexion, évidemment, mais par conséquent que leur impact sur les débats publics ne soit pas fait de telle manière qu'elles confortent, qu'ils ajoutent encore à la symétrie et donc confortent, j'allais dire, une certaine vision politique, pour ne pas dire un élitisme politique. Merci. Merci Abdesalam. Je ne sais pas si je peux répondre à toutes les questions. La première question que tu as soulevée, Céline, elle est infiniment pertinente, mais elle est aussi infiniment complexe. C'est compliqué de... Enfin, cette question, il y a beaucoup de réflexions sur cette question de penser une troisième chambre en plus des deux premières. Ce qui est sûr, enfin, ce qui me semble pas être la voie à suivre. Alors c'est une réponse un peu frustrante parce que ça dit pas ce qu'il faudrait faire. Mais c'est de penser qu'on va avoir résolu la question de la représentation et de la représentation descriptive en disant on va garder comme aujourd'hui l'Assemblée nationale et le Sénat et avoir à côté une troisième chambre qui soit une chambre tirée au sort. Parce que dans toutes les propositions qui ont été faites, malheureusement, le plus souvent en ce sens, à l'arrivée, vous aviez encore une prominence de l'Assemblée sur toutes les décisions au final. Et finalement, cette troisième chambre, ça a donné l'illusion d'avoir introduit plus de démocratie. Mais si vous avez des députés qui sont des députés non représentatifs de l'ensemble de la population et qu'au final, ce sont toujours eux qui ont le dernier mot sur les lois, on n'a pas du tout résolu le problème. Le tirage au sort, je dis pas que c'est pas pertinent. En fait, c'est la manière la plus facile d'obtenir une vraie représentativité descriptive. De ce point de vue-là, c'est pertinent. Mais je trouve que c'est dommage de se passer de l'élection. Je continue à être une farouche défenseuse de l'idée de démocratie représentative, ce qui suppose aussi, je pense, de passer par la question des urnes.
tu mentionnes, Céline, avec raison, la question d'avoir une démocratie plus directe. Le tirage au sort, finalement, c'est une manière de se dire, on reconnaît qu'il y a un problème du système actuel, et on va résoudre ce problème, entre guillemets, en donnant, imaginons même qu'on fasse le tirage au sort pour l'ensemble de l'Assemblée nationale, en tirant au sort 500 citoyens. Alors, pour ces 500 citoyens, ça va être absolument formidable. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites de la Convention citoyenne pour le climat. Ça a été un moment d'épanouissement de la plupart des citoyens qui ont participé, parce qu'en fait, c'est enrichissant de faire de la politique. C'est enrichissant de participer à la délibération. Mais ce qu'on va donner finalement à 500 citoyens, on va l'enlever à 40 millions d'autres, puisque la possibilité d'aller aux urnes pour choisir leurs élus et tout ce qui précède finalement l'élection, finalement, on la perd avec le tirage au sort. Du coup, sur la question de la démocratie plus directe, c'est une question extrêmement importante. C'est une question qui est délicate, notamment dans la manière dont on le met en œuvre. Et c'est pas parce que c'est pas une obsession, mais je pense que la question du financement joue aussi ici un rôle. Le problème de la démocratie directe, comme elle est mise en œuvre aujourd'hui, par exemple avec les budgets participatifs, par exemple dans un certain nombre de villes où on a des expériences de démocratie beaucoup plus directes, avec des conseils municipaux qui sont ouverts à l'ensemble des citoyens. Les citoyens vont faire des propositions, il va y avoir des votes, il va y avoir des débats. Regardez de l'extérieur, ça paraît vraiment être le modèle absolument parfait de la démocratie. Là où ça coince un tout petit peu, c'est quand on va creuser et qu'on va regarder la nature de ceux qui participent. Il se trouve qu'en termes d'inégalité face à la démocratie, on sait déjà très bien que par rapport à l'élection, vous avez beaucoup plus d'abstention chez les plus jeunes, vous avez beaucoup plus d'abstention chez les plus modestes, vous avez beaucoup plus d'abstention chez les moins éduqués. Il se trouve que pour la démocratie directe, c'est encore pire. C'est la même chose, encore en pire. Donc en fait, les gens qui participent à tout ça, ce sont encore les gens encore un peu plus éduqués, qui sont dans des CSP encore un peu plus hautes en moyenne. Et du coup, en fait, certes, c'est bien d'avoir de la démocratie directe, mais de facto, c'est capturé par les plus favorisés. Alors on peut essayer de comprendre pourquoi. Il y a une théorie qui revient à dire, que je considère comme fausse, et on voit qu'elle est fausse, je pense, quand on regarde la participation aussi des gens au milieu associatif. Il y a une théorie qui consiste à dire, mais les plus modestes, finalement, n'en ont rien à faire de la démocratie, donc c'est bien de leur faute. Bon, en fait, la vérité de la situation, c'est que les plus modestes, si vous prenez par exemple dans une ville comme Paris, si vous avez un travail relativement bien rémunéré, vous allez pouvoir vivre plus ou moins à l'intérieur de Paris. Et puis vous allez avoir des horaires de travail relativement décentes. Et puis parfois, même si vous voulez aller participer à un événement de démocratie directe, vous allez pouvoir payer un babysitter pour garder vos enfants. Bon, maintenant, si vous êtes un travailleur modeste, vous n'allez pas pouvoir habiter dans le centre de Paris. Vous allez habiter loin de Paris. Et souvent, vous allez avoir 1h30 de transport le matin. Vous allez avoir 1h30 de transport le soir. Si vous avez des emplois, comme par exemple les emplois pour nettoyer les bureaux ou pour une raison qui m'échappe, on a fini par accepter l'idée que les gens qui nettoyaient le bureau, c'est pas le cas dans tous les pays du monde, mais devaient le faire avant que les travailleurs arrivent. Et puis revenir le soir quand les gens partaient pour surtout pas se croiser. Donc vous allez bosser 2 heures très très tôt le matin, 2 heures très très tard le soir. Quand vous allez rentrer chez vous, déjà vous allez être crevé, vous n'aurez pas vu vos enfants, et puis même si vous aviez encore de l'énergie, en fait, le temps dévoué à la démocratie directe, il sera terminé. Vous n'avez pas ce temps finalement à y consacrer. Et du coup, je pense que fondamentalement, la réflexion qu'on doit avoir, là, je souligne les problèmes. J'apporte pas une solution, mais je souligne les problèmes. Mais la réflexion qu'on doit avoir, c'est essayer de penser des formes de démocratie directe qui ne soient pas discriminantes du point de vue du temps disponible et de l'organisation de ce temps pour permettre à l'ensemble des citoyens, y compris les plus modestes, d'en bénéficier. Et l'idée des bons pour l'égalité démocratique, de ce point de vue-là, j'ai des propositions sur ce que j'ai appelé des bons pour la vie associative, c'était de dire au moins il y a un moment auquel tous les citoyens participent tous les ans, où ils peuvent exprimer leurs préférences d'une certaine manière, c'est quand on déclare ses impôts. Alors c'est pas très sexy, c'est un peu con comme idée, mais ça, on n'y échappe pas vraiment. Il faut chaque année, tout le monde doit faire une déclaration d'impôt. Donc, si on pouvait donner à ce moment-là un peu la possibilité à chacun, d'afficher son soutien pour tel ou tel parti, pour telle ou telle association, c'est une manière de donner cette possibilité de démocratie un peu plus directe. Alors, pas très participative dans ce cas-là, mais à l'ensemble des citoyens.
c'est pas la réponse parfaite, mais je pense que c'est important aussi de bien poser les problèmes. Enfin, sur la question des think tanks, en fait, plus largement, c'est la question des médias, hein, et du pluralisme des médias et de l'actionnariat des médias. Pourquoi on voit de plus en plus ces think tanks sur les plateaux télé? Pourquoi on voit, par exemple, si vous allumez des plateaux télé comme ceux de CNews, finalement, des gens de différents think tanks, soi-disant opposés, mais qui, dans le fond, pensent la même chose, avoir des débats qui mènent au clash avec des propos toujours plus extrême droitiers. En partie parce qu'on a des médias aujourd'hui, donc sur CNews, c'est Vincent Bolloré, qui sont possédés par des actionnaires qui, un, poussent une ligne politique, deux, veulent faire de la télévision et de l'information à très très bas coût. Et si vous voulez faire un truc à très très bas coût, vous payez certainement pas des journalistes pour aller faire du reportage et des enquêtes de terrain, mais vous payez, enfin vous payez pas d'ailleurs, vous prenez un plateau, vous mettez soit deux polémistes, soit deux représentants de think tank. Là, ça fait un peu plus intelligent parce qu'ils ont une petite étiquette, donc vous donnez l'illusion selon laquelle vous avez invité des experts et vous les laissez se taper dessus. Je pense qu'il faut se poser la question quand on parle des règles de pluralisme, de représentation de l'ensemble du spectre politique dans les médias, de comment on considère finalement tous ceux qui interviennent au titre des think tanks et de les présenter comme des experts. C'est faux, c'est illusoire et ça entraîne un biais très fort du débat public tel qu'il nous est donné à voir. Alors ensuite, il nous reste 10 petites minutes. Il y a Mélanie Vogel, puis Jérôme Glaise, et puis après un petit temps de conclusion. Tu peux y aller, Mélanie. Ouais, merci. Vous m'entendez? Parce que mon micro est parfois... Ok, cool. Merci beaucoup pour l'exposé. J'avais plein de questions, mais je vais en poser que deux parce que plein ont déjà été posées avant. Moi, je travaille au Parlement européen sur les questions constitutionnelles et donc particulièrement en ce moment, on est en train de réviser le règlement sur le statut et le financement des partis politiques européens et la loi électorale. Et donc, je pense que mes questions dérivent un peu des diverses discussions qu'on a à ce niveau-là. La première question, c'est sur la réglementation pour former un parti politique. On a, pour donner l'exemple européen, en fait, c'est assez difficile de former un parti politique. Il y a beaucoup de règles à respecter, y compris des règles de fonctionnement interne, c'est-à-dire qu'il faut montrer que dans nos statuts, on a une certaine manière de prendre des décisions qui est démocratique, il faut montrer qu'on organise régulièrement des congrès, etc. Il faut aussi avoir une représentativité assez élevée, il faut signer une charte comme quoi on respecte les valeurs de l'Union, etc. Donc c'est assez compliqué de former un parti politique, ce qui fait qu'il n'y en a pas énormément, il y en a une dizaine. Après le financement, il y a une enveloppe globale et le système, c'est qu'une partie de cette enveloppe est distribuée de façon égale à tous les partis et l'autre partie de l'enveloppe, qui est la majeure partie de l'enveloppe, est distribuée proportionnellement en fonction du poids au Parlement européen. Alors, c'est pas mal parce que comme on a au niveau européen la proportionnelle intégrale aux élections, c'est relativement, c'est pas trop mal. C'est pas votre système les citoyens décident au moment où ils payent leurs impôts, mais disons, comme on a de représentativité dans la Chambre, voilà. Évidemment, le côté négatif, c'est qu'il y a un coût d'entrée assez élevé pour former un parti. Et donc, ce qui assure qu'il n'y a pas trop de partis et donc qu'ils puissent chacun être financé relativement bien, beaucoup mieux qu'en France. Et donc, ma question, c'était un peu, est-ce que vous pensez que, de façon générale, au-delà de la question de comment on décide à qui on attribue le financement, le fait d'avoir des réformes qui puissent amener à des conditions d'entrée plus strictes pour devenir un parti, est-ce que c'est plutôt positif ou négatif? J'ai des avis partagés sur la question. On se dispute souvent avec nos amis en Allemagne, par exemple, où les conditions pour former un parti sont extrêmement difficiles. Il faut vraiment en France, c'est extrêmement facile. C'est une association, un parti, c'est très simple. En Allemagne, c'est beaucoup plus dur. Mais du coup, il y a moins d'acteurs et on peut mieux les financer, alors que même avec le système où chaque citoyen décide ce qu'il veut donner, où elle veut donner, s'il y a énormément de partis, évidemment, ça dilue un peu le financement de toute façon. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question qui est liée, c'est la question du financement des campagnes.
Bon, quand on compare avec les autres systèmes européens, en France, un système de financement de campagne qui a quelque chose de très positif, qui est finalement l'encadrement du financement, le fait qu'on ait des seuils maximum de dépenses de campagne, c'est quelque chose qui, dans beaucoup de pays européens, n'existe pas du tout. Donc, on a des partis qui, quand ils ont les moyens, peuvent mettre des sommes extraordinaires dans les campagnes et d'autres qui peuvent rien mettre du tout. En France, on a quand même ce système et aussi une régulation des sources de financement qui n'existe aussi pas dans plein de pays. Mais on a ce système très problématique, comme vous le décriviez, c'est un remboursement, donc il faut d'abord être en capacité de mettre l'argent, soit parce qu'on en a déjà, soit parce qu'on est déjà haut dans les sondages et du coup, une banque va considérer que c'est bon, elle peut nous prêter parce qu'on va pouvoir rembourser. Et du coup, c'est un coût d'entrée aussi extrêmement fort. Et donc, je me demandais, mais je pense que vous avez en partie répondu avec toutes les conditions que vous pensez qu'il faudrait mettre pour pouvoir candidater. Est-ce qu'aussi des réformes où on encadre mieux, davantage, qui peut candidater, qui peut présenter une liste, ce qui est un désavantage, c'est que ça ferme un peu le jeu, il y a des acteurs qui peut-être ne pourraient pas candidater, mais qui permet qu'on puisse, qu'on puisse mieux le financer les campagnes et éviter ce problème d'avoir finalement de devoir être en capacité, a priori, de pouvoir financer la campagne pour pouvoir se présenter. Donc, voilà, c'était mes 2 questions. Merci beaucoup. Merci Mélanie. Jérôme, vas-y pour la dernière question. Oui, merci beaucoup Julia pour tes travaux parce que ça permet de contrebalancer ce qu'a pu faire l'école de Chicago, notamment en montrant que nos démocraties donc sont totalement biaisées par des mécanismes financiers qui font que ce qu'on considère comme égalité de tous n'est pas du tout la réalité à cause donc de ces mécanismes financiers qui sont en place. Mes 2 questions, la première c'est sur la question du think tank et la question du parti politique. Je pense que ça renvoie à notre question qui a été très bien abordée dans un petit bouquin, un petit fascicule de Étienne Klein sur le goût du vrai, sur la construction des connaissances et des savoirs, le fait que, ou aussi donc une mauvaise interprétation des travaux de Weber sur le savant et le politique, c'est qu'on a l'air de mettre que toutes les décisions sont sur le même plan, or que les processus donc de validation d'un programme politique n'ont rien à voir avec une connaissance, c'est pas du tout les mêmes mécanismes, et que donc il y a une sorte de privatisation de la construction des connaissances et des savoirs à travers les think tanks qui pose un vrai problème par rapport donc aux mécanismes. Donc ça ça renvoie aussi à la question aussi des fake news, de la manière dont l'argent va financer donc des constructions de savoir ou va construire des faits qui ne sont pas des faits d'ailleurs. Voilà, donc c'est ma première question sur ces mécanismes de biais sur la construction des connaissances. Et le deuxième, c'est un peu pour revenir un peu sur la question de démocratie directe, c'est qu'en fait, c'est de reprendre la question un peu macro-institutionnelle. Est-ce qu'il y a une réflexion sur la constitution idéale, notamment donc les systèmes présidentiels donc poussent à ce que tous les biais se soient amplifiés donc sur le candidat et tout ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux aller vers des processus parlementaires qui permettraient aussi d'avoir une vision un peu plus équilibrée de répartition des pouvoirs. Voilà. Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus sur les équilibres, donc tous les travaux qui ont été faits déjà par les politistes, mais d'un point de vue économique sur quelle serait en gros la forme constitutionnelle idéale par rapport donc à ce que tu as fait sur la question du financement des campagnes. Merci Jérôme. C'est une excellente question, la question de quelles règles on met pour pouvoir former un parti politique. En France, c'est extrêmement light. En fait, en France, les partis politiques ont de facto été autorisés, même s'ils existaient dans les faits, mais ils ont été autorisés par la loi en 1901 avec la loi sur les associations. En fait, un parti politique en France est une association, loi de 1901. Très 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 peu de conditions. Hein. La seule condition, c'est d'aller déposer vos comptes auprès de la CNCCFE, donc la Commission nationale pour le financement de la vie politique. Ces comptes doivent être validés par un commissaire aux comptes. Vous les déposez chaque année. Et c'est à peu près tout, en fait. Ce qui est problématique. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais je pense qu'il y a une question qui consiste à dire que pour être un parti politique, il faut aller un tout petit peu plus loin que ça. Il faut la transparence sur les comptes, ça c'est sûr, même si j'irais plus loin, moi, personnellement, dans la transparence pour les comptes. C'est-à-dire que si on ne limite pas les dons
à 200 euros par individu et par an. Je pense qu'au-dessus d'un certain montant, par exemple 500 euros, il faudrait de la transparence sur qui finance quel parti. Hein. Ça existe dans beaucoup de pays, la publicité autour des donateurs, mais qu'il faut aussi des règles en termes de transparence des statuts. C'est-à-dire que vous avez des partis qui mettent leur statut en ligne et c'est complètement transparent en termes de règles de fonctionnement. Il y en a d'autres, ça n'y est pas. Et puis en termes de fonctionnement démocratique, qui est d'une certaine manière pensé finalement. Alors ça ne veut pas dire il n'y a pas une gouvernance unique des partis politiques qui est parfaite. Il y a différentes manières d'avoir une gouvernance. Mais penser ensemble des règles qui mettraient d'accord à peu près tous les partis sur c'est quoi une gouvernance démocratique du parti et imposer finalement ces règles de gouvernance démocratique aux partis pour avoir ce statut de parti, ça serait une excellente chose. On n'est pas du tout allé dans ce sens-là en France. Je crois que la dernière fois que j'ai vérifié, il y avait un peu plus de 600 partis déclarés à la CNCCFP. Alors, ce qui est dû en partie au fait que pendant très longtemps, la loi était mal écrite. Donc, en fait, c'était pas que vous ne pouviez pas donner plus de 7 500 euros par an à des partis politiques, mais à un parti politique. Donc, les partis très malins avaient créé plein de petits micro-partis, ce qui leur permettait de toucher de la part d'un même individu plusieurs fois 7 500. Donc ça, au moins, ça a été régulé. On a toujours ces micro-partis qui sont en fait souvent une manière juste de lever de l'argent de manière un peu défiscalisée. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur cette question d'introduire un certain nombre de règles, et je pense des règles en termes de transparence et des règles en termes de fonctionnement démocratique. Ça, c'est vous avez complètement raison. C'est ça qui est vachement difficile. C'est-à-dire que Il y a un petit problème de son là. Je ne sais pas si c'est juste chez moi. De banque de la démocratie. Parce qu'une fois qu'on a dit banque de la démocratie, c'est très bien. Moi, je pense qu'il faut une avance des dépenses. Enfin, faut qu'elles soient prises. Enfin, les dépenses qui ont vocation à être remboursées, faut qu'elles soient prises en charge par l'État. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même affronter une question de front, parce qu'on ne peut pas simplement dire ça. Une fois qu'on l'a dit, il faut dire qui a le droit de se présenter. Pourquoi on a un remboursement? On a un remboursement parce qu'il y a cette idée qu'on va ne rembourser que les candidats qui ont eu plus de 5%. Pourquoi? Pour pas que les dépenses soient illimitées, puis aussi pour pas se retrouver avec des élections avec 255 candidats, quoi. Et en fait, on ne s'est pas posé la question parce qu'on n'est pas allé au bout du débat. Et donc, comment on fait finalement pour avoir le droit de se présenter ou pas? Et là, pour le coup, je pense que alors pour les élections présidentielles, cette idée de primaire ouverte délibérative obligatoire, ça me paraît une bonne idée. Pour des élections à un niveau plus local, c'est vrai que montrer son potentiel électoral en collectant un certain nombre de signatures finalement de citoyens à l'intérieur de la circonscription, ça me paraît la chose la plus raisonnable à faire. Mais de facto, si on est sérieux dans le fait de dire on va remplacer le système actuel de remboursement par un système où l'État prend en charge, ou un système de banque publique, il faut aller au bout de la réflexion. Je veux dire, si demain on devait écrire ensemble une proposition de loi, on ne pourrait pas s'arrêter là, quoi. Faut savoir qui peut en bénéficier, donc il faudrait aller au bout de la réflexion. Et aller au bout de la réflexion, ça veut dire qui est autorisé, selon quelles règles on est autorisé à se présenter. Et je pense qu'en fait, c'est des signatures au niveau de la circonscription. Alors, sur tes questions, Jérôme, en fait, moi, je suis d'accord. Enfin, j'aime beaucoup Étienne Clair, j'aime beaucoup ses travaux. D'une certaine manière, c'est plus un commentaire qu'une question, au sens où je ne vais pas aller répéter ce qu'il a déjà écrit. Donc, je pense que voilà, c'est complètement pertinent. Des réflexions sur la constitution idéale, il y en a plein. Je m'en nourris, j'en ai lu. Je peux vous dire, comme citoyenne, le fait de mettre fin au régime présidentiel actuel, d'avoir un régime qui soit davantage un régime parlementaire, d'introduire de la proportionnelle. Enfin, il y a énormément de choses dans le débat aujourd'hui qui me semblent complètement pertinentes. Moi, j'ai pas de légitimité sur ce sujet, au sens où j'ai pas travaillé sur ces questions-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on manque pas de gens qui l'ont fait en détail. Là, ce que je trouve important par rapport au débat actuel, c'est il ne faut pas s'accrocher à cette idée de dire il faut une 6e République, quoi. Bon, parce qu'en fait, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Je pense qu'il faut attaquer de front qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. C'est ça qui est véritablement important. Et je trouve que trop souvent, finalement, on est tous d'accord sur le fait que le système actuel n'est pas satisfaisant, mais qu'on se contente de dire il faut une 6e République sans dire exactement ce qu'on entend par là. Et je pense que c'est important de s'atteler à définir ce qu'on entend par là.
Merci beaucoup. On a fait le tour des questions, aussi du temps. Je ne sais pas si vous vouliez peut-être ajouter un dernier petit mot avant de conclure. Enfin, de conclure, pas tout à fait, parce que ça amène aussi plein de discussions. Il y a eu pas mal de réactions aussi dans le chat et des remerciements et des références à vos autres travaux et tout ça. Dans tous les cas, on vous invitera aussi, je pense que vous avez déjà pas mal échangé avec François Thiollet sur le projet pour 2022. On vous embêtera à nouveau sans doute avec le groupe de travail institution qu'on vient de créer, pour lequel on ira un peu plus dans le détail aussi. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas une conclusion, mais si jamais vous voulez dire un dernier petit mot, n'hésitez pas pour aujourd'hui. Non, mais moi, je serais ravie vraiment de poursuivre ces discussions. Je suis très contente de les avoir eues aujourd'hui avec vous. Je veux juste dire, la question du financement de la démocratie, techniquement, c'est pas la question qui peut sembler la plus sexy du monde, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est plus porteur de dire on va faire un référendum révocatoire ou le tirage au sort, parce qu'en fait, ça parle aux gens, ça leur donne de nouveaux droits, que de dire on va limiter les financements à 200 € ou vous allez avoir un bon pour l'égalité démocratique. N'empêche que je pense que cette question, elle doit être abordée de front, qu'elle a quand même cruellement manqué en 2017, qu'elle a des conséquences extrêmement graves. C'est pas la seule raison de la crise actuelle de la démocratie. C'est quand même un de ces aspects, c'est un aspect qu'on peut réguler et que ça vaut le coup, je pense, d'avoir des propositions ambitieuses dans un programme pour 2022 sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci encore d'être venu. Merci à tout le monde pour les questions, les échanges, tout ça. Pour les membres du Conseil fédéral, on se retrouve dans un autre lien Zoom pour continuer nos échanges internes. Et pour les autres, très bonne journée, bon dimanche et à bientôt.